Je suis très content d'être à Paris. Moi, c'est Thomas. Je viens de Villeneuve-d'Ascq. Je suis ch'timi. Bonjour. Et je suis ravi d'être ici. Faut que je parle plus fort? Ok, je parle plus fort pendant que ça charge. Je vais vous parler de Team Topologies. Et avant, ce que je voudrais faire, c'est remercier toutes les personnes qui sont les sponsors de cet événement. Et aussi, et surtout, tous les gens qui sont bénévoles et qui donnent de leur temps pour que ce genre d'événement puisse se dérouler. Ah oui, lui, il a pas de micro. Un beau lieu, les gens sont sympas, et tout ça, ça prend du temps, et du coup, je voulais vraiment bien les remercier. Très bien. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous êtes posé des questions, ou qu'on vous a posé des questions sur votre organisation. Alors vous pouvez faire du safe, ça arrive à des gens très bien. Et pour autant, on vous pose des problèmes d'organisation. On vous pose des questions sur l'organisation, ou vous posez des questions sur l'organisation. Est-ce qu'on est bien organisé pour faire ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on a la bonne configuration de l'équipe? Comment on lutte contre les dépendances? Comment on gère ce surplus de communication, cet harcèlement? Comment on fait évoluer, comment on fait découper une architecture monolithique? Je vais le dire autrement. Peut-être que vous pourriez vous êtes sans doute, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont coachs agiles, et vous, à un moment, vous faites une rétro, et à un moment, il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, mais alors ça, c'est un problème d'organisation. » Et alors là, c'est comme si vous enfonciez un clou dans un cercueil, là, on a l'impression que c'est mort, on va jamais s'en sortir. Ou alors, vous pourriez être manager, et un jour, vous voyez débarquer dans votre bureau des hurluberlus coach agiles qui vous disent « Ah, il faut changer l'organisation. » Et là, vous vous dites « Mais moi, je n'ai aucun outil et je n'ai aucune compétence pour faire du design d'organisation. » Donc, c'est à ça que Team Topologies sert. C'est une boîte à outils qui va permettre de travailler sur les organisations. Donc, qu'est-ce que c'est Team Topologies? C'est un livre. Pourquoi j'en parle? Parce que moi, je l'ai lu. Alors, le livre a 5 ans. Moi, je l'ai lu il y a 2 ans et je me suis dit, ce truc est génial et il n'existait pas en français. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de le traduire et donc j'ai embarqué quelques personnes avec moi pour traduire et relire et c'est en cours. Je cherche un éditeur. Donc, si vous avez une imprimerie dans votre garage ou si vous êtes éditeur, et du coup, ça m'intéresse parce que du coup, l'idée, c'est de pouvoir sortir ce bouquin en collaboration, bien sûr, avec les auteurs. Il ne s'agit pas d'une traduction pirate ou quoi que ce soit. Ça travaille bien avec des gens qui ont écrit, Matthew Skelton et Emmanuel País. Qu'est-ce que ça apporte? Voilà, ça apporte à peu près tout ça. Un langage qui permet de parler de flux, des clés pour organiser les équipes. C'est un moyen de se recentrer sur la valeur. C'est une manière délibérée de se mettre des contraintes en matière de comportement collaboratif. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai pu avoir des outils pour pouvoir changer la pratique. Donc, moi, je suis coach agile. Je travaille pour des entreprises comme petites entreprises de bricolage, comme Leroy Merlin, petites entreprises de retail, comme Boulanger, par exemple. Et du coup, ça m'a apporté des outils pour travailler sur les organisations. C'est-à-dire qu'avant, j'étais coach agile, et des fois, on me disait « Ah ouais, mais ça, c'est un problème d'organisation. » Et là, j'étais là, je fais « Et du coup, là, cette boîte à outils, cet outil, ça m'a permis de pouvoir travailler sur le niveau au-dessus, celui dans lequel on se dit « Oh mon Dieu, on va jamais s'en sortir », et celui sur lequel on se dit « Il nous faut des outils ». Là, justement, Team Topologies m'a apporté des outils pour pouvoir aider les organisations. Alors, est-ce que c'est compatible avec Safe? Oui, c'est compatible avec Safe. Safe fait référence à l'ouvrage. Pour autant, si vous posez la question à l'auteur, qui s'appelle Matthew Skelton, et il a écrit, alors tout le monde ne voit pas, Safe intègre Team Topologies de la manière que vous prenez. Bonjour à tous, bienvenue à Agile en scène. Vous prenez les myrtilles, vous les mettez avec vos gros doigts moulinés dans le muffin et vous dites tada, ceci est un muffin au myrtille. Okay, donc il n'est pas tout. On s'appelle tous Arthur aujourd'hui. Très poli, très anglais. Il n'est pas tout à fait satisfait de la façon. On est une équipe, on est tous Arthur. Il pense que ça vaut un peu plus qu'une page sur le website. Je suis à peu près assez d'accord quand même avec lui. Donc, oui, c'est intégré. Oui, c'est possible de faire du safe et d'avoir une réflexion sur le Team Topologies. Safe, ça gère votre delivery. Safe, ça va gérer la façon dont on va configurer les équipes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites « Ah, on a affaire avec 150 personnes », vous commencez votre problème d'organisation. Comment on fait pour organiser les gens et les équipes pour qu'elles collaborent de manière efficace? C'est implémenté où? Alors ça s'implémente pas forcément, mais Amazon le recommande
dans ses bonnes pratiques AWS. Il dit, si vous voulez avoir une organisation efficace, un truc pas con que vous pourriez faire, ce serait de travailler avec 500 000 clients et est-ce qu'on peut se certifier? La réponse est non. C'est une vision assez old school du truc qui consiste à dire, vous lisez le bouquin, vous faites le job, et c'est tout. Vous n'aurez pas le droit à un joli badge pour mettre sur votre frigo. Ça n'existe pas, il n'y a pas de certification. Pour autant, vous pouvez tout à fait pratiquer et vous pouvez apprendre des choses en rejoignant une communauté de gens. Mais encore une fois, ils ne vous certifieront pas. Donc, vous ne pouvez pas être certifié. Ça, c'est l'outil que des managers vont utiliser quand on va décider de designer une organisation. Comment ça se passe quand on fait du design d'organisation? En général, les chefs, ils se rassemblent et leur outil pour designer les organisations, c'est un organigramme. Donc, on fait un organigramme et on a la vision ici de la vision hiérarchique de l'entreprise. Donc ça, c'est la façon dont on fabrique, je dirais, une organisation. Donc, on imagine, il y a 7 chefs qui se rassemblent dans une pièce. Ils font l'organigramme et puis après ils rassemblent 50 personnes dans la pièce et ils disent « Tada, ça c'est votre nouvelle organisation et ça c'est la façon dont on va travailler ensemble. » Ça n'est pas la façon dont on travaille ensemble. En fait, ils disent ça, c'est une vision, mais ça n'est pas la seule vision dont on a besoin. On pourrait aussi imaginer que dans une entreprise, au-delà de cette organisation, il y a des liens informels qui se créent. Alors ça fait un peu enquête du FBI. Mais bref, comprenez qu'il y a des relations qui se jouent dans les organisations et que ce n'est pas parce que vous êtes dans l'organigramme que vous êtes en bas de l'organigramme que vous n'avez pas de l'influence et que vous n'avez pas la possibilité de faire changer votre organisation. Donc ça, c'est une deuxième vision de l'organisation. Mais ce que Team Topologies va vous apprendre, c'est un des premiers trucs, c'est la loi de Conway. Pourquoi j'ai mis cette voiture-là? Alors vous pouvez en penser ce que vous voulez. Je peux vous dire c'est un frigo, un truc d'électroménager sur 4 roues. Vous pouvez trouver ça génial, vous trouvez ça affreux. Toujours est-il que cette voiture, on peut appeler ça une voiture, a été conçue en respectant la loi de Conway. C'est pas moi qui le dis, c'est le concepteur. Le concepteur du Cybertruck, c'est la personne, alors peut-être que vous avez déjà vu la vidéo, une personne qui jette une boule de pétanque, qui dit « Ah, regardez, la voiture est incassable », donc il est devant le monde entier, il présente cette voiture, et regardez, la voiture est incassable, il jette une boule de pétanque dans la vitre et la vitre se casse. Et la personne qui a fait ça, c'était le concepteur de la voiture, il s'appelle Franz Holzenauer, et il a dit « Tout ce qu'on a fait dans cette voiture, on a utilisé la loi de Conway. Personne ne devait comprendre quel était le début, comment était organisée la structure organisationnelle de Tesla. Personne ne devait pouvoir déduire ça en montant dans la voiture. C'est pour ça que vous avez, il disait, on a ces espèces d'énormes panneaux qui ne semblent pas avoir de fin. On rappelle que la voiture, elle fait à peu près 5 mètres de long, ce qui représente à peu près, voilà. Et du coup, il y a ces énormes panneaux. Et en fait, ils ont vraiment expliqué que les deux trucs qui les intéressaient, c'était loi de Conway. Et deuxième truc, c'était la meilleure pièce, c'est celle qui n'existe pas. Et la loi de Conway, elle dit quoi? Elle dit que votre organisation, elle conçoit un système, donc toute organisation qui conçoit un système, du coup, elle concevra une structure, un produit qui sera la copie de la structure de communication de l'organisation. Autrement dit, si votre orga est compliqué, votre produit risque d'être compliqué. Donc le truc que dit Team Topologies, c'est ça pourrait être bien de partir de l'organisation et de résoudre les problèmes d'organisation si vous voulez résoudre les problèmes de produits. Puisque, vous êtes d'accord pour dire que pour fabriquer une voiture de ce genre-là, il faut une organisation quand même spéciale. Vous n'avez peut-être pas de Cybertruck, mais je suis persuadé que ça vous est arrivé de déballer un produit et puis d'un seul coup, en fait, il y a 3-4 notices qui tombent. La notice juridique, la notice marketing, le service après-vente. Et là, vous dites, voilà des gens qui travaillent parfaitement en étroite collaboration. Donc, il y en a un qui a écrit sa notice juridique, qui l'a mis dans le truc. Il y en a un autre qui a mis la notice du service après-vente. Il y en a un autre qui a mis le manuel. Et ensuite, il y a le marketing. Et hop, 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 on est par ici. Et il a mis son flyer marketing. Ça, vous déduisez l'organisation quand vous ouvrez la boîte. Voilà, la prochaine fois que vous ouvrirez un produit et qu'il y a plein de notices qui tomberont, vous penserez à moi. Ça, c'est la loi de Conway. Et l'idée, c'est de dire, OK, si on bosse sur l'organisation, on est en mesure de pouvoir s'attaquer et donc fabriquer des produits qui sont plus cool, mieux pour les clients et plus pertinents. OK? Autrement dit, et ça, c'est donc un livre sur la légende, l'histoire de Lego, qui dit, le challenge, c'est pas d'inventer un produit, mais c'est vraiment d'avoir une organisation qui est capable de produire des produits, continuellement des produits innovants. Dans ce livre, Lego, ils disent, à un moment,
on a complètement vrillé. Enfin, ils sont partis, Lego, ils ont dit, on a fait des trucs. C'était à la fin, ils savaient qu'ils allaient presque mettre la clé sous la porte. Et ils se sont rattrapés. Ils se sont dit, ok, innovation à tout crin, oui, mais non, en fait, il y a vraiment un danger. En fait, dans ce bouquin, il vous raconte, il vous dit, la vraie problématique, elle a été à un moment qu'on a ouvert tellement l'organisation qu'à la fin, ça a été un carnage et nos clients, ils ne nous ont plus suivis. Donc, il y a cette logique de vos produits sont la copie de votre structure d'organisation. Si votre organisation est folle, vos produits, vos clients vont peut-être pas savoir les interpréter correctement. Ok ? Donc, comment on fait ? Dans Team Topology, il y a 4 types d'équipes. Donc, le bouquin prend pour théorie que dans une organisation informatique, puisqu'on est vraiment en valeur d'information informatique, il y a 4 grandes typologies d'équipes. C'est pour ça que le livre s'appelle Team Topologies. 4 grandes typologies d'équipes qui vont nous permettre de modéliser ces organisations. Ces équipes vont adopter un comportement particulier et interagir avec le reste de l'organisation de façon spécifique. Donc, on a les jaunes. C'est comme les MLMs, on a les jaunes, équipes chaîne de valeur. Donc ça, ce sont des équipes qui, en général, constituent 90% des SI. Ils sont alignés sur un flux de valeur. Donc, je vous renvoie à la conférence hier sur la détermination des chaînes de valeur par l'IA qui était géniale. Et là, vous pourriez mettre en face de ces chaînes de valeur des équipes chaînes de valeur. Et donc, elles, leur but, c'est de produire des features, de livrer des produits, des services, en étant le plus indépendant possible. Donc, tout doit être fait dans l'organisation pour pas qu'ils aient besoin, sans arrêt, donc ces équipes jaunes, d'aller voir un tel ou d'avoir des dépendances avec 3, 4, 5, 6 équipes. À la fin, on se dit, mais notre delivery, c'est un enfer et c'est un cauchemar à réaliser. Donc ça, c'est le premier. Les violets, vous avez des équipes qui ne sont pas chaîne de valeur. Et encore une fois, Team Topology vous dit, le piège, ça pourrait être de dire, ah, tout doit être chaîne de valeur. Si vous n'êtes pas chaîne de valeur, vous ne servez à rien dans l'entreprise. Team Topology dit, c'est faux. Il faut des équipes qui sont en mesure de faciliter et donc qui prennent les problématiques des équipes chaîne de valeur qui n'ont pas le temps de traiter ça. Elles n'ont pas le temps d'aller à des conférences, elles n'ont pas le temps de lire des bouquins. Elles sont concentrées sur le delivery de la valeur. Et donc, elles font appel à des équipes de spécialistes, des facilitations qui vont traiter leurs problèmes. Elles leur sous-traitent, en quelque sorte, leurs problématiques. Et donc, quand vous êtes faire partie d'une équipe de facilitation, aka vous êtes coach agile dans une organisation, les gens viennent vous voir, coach, on a un problème. Et là, vous traitez le problème, et une fois que vous avez traité le problème, le coach va dans une autre équipe. C'est pour ça qu'on dit il ne devrait pas exister de dépendance permanente vis-à-vis d'une équipe. Donc, vous comprenez que les gens qui font partie de ces équipes sont très pédagogues, ils vont à la rencontre des équipes, ils savent leurs problèmes, ils leur parlent, ils leur expliquent, et après, du coup, ils essayent de les résoudre du mieux qu'ils peuvent. Okay, en essayant d'adapter la situation au contexte, pas en plaquant des trucs, des frameworks. L'idée, c'est vraiment de s'adapter au contexte des équipes. Une autre typologie d'équipe, le sous-système complexe. On pourrait qualifier, en fait, c'est en général, et je pense que vous connaissez tous si vous bossez dans l'IT, ce système IT qui est très touchy, qui a un historique. On dit, ah oui, mais ça, c'est historique. En général, on en parle. Et là, vous pouvez vous dire, ah, on est dans une équipe sous système complexe. Pas de problème. Donc, ce sont des gens qui ont des connaissances très spécifiques. Pour les recruter, en général, c'est assez compliqué. Ou alors, il faut avoir un certain nombre d'années pour bien comprendre ce fameux sous-système complexe. Et l'objectif de ces équipes, c'est pas forcément de collaborer à tout crin. C'est plutôt de se dire, c'est un sous-système qui est complexe et du coup, je vais faire en sorte que les équipes chaîne de valeur puissent consommer ce sous-système complexe de la manière la plus facile afin de ne pas, encore une fois, générer de dépendance. Donc, on se crée des dépendances nous-mêmes, c'est-à-dire que l'organisation accepte que ce sous-système-là soit complexe et qu'il ne puisse pas être géré par une équipe chaîne de valeur. Elle met des gens dont le job va être de faciliter la vie des jaunes en disant « Ok, on comprend que notre truc est compliqué, mais on va essayer de se plugger la façon la plus simple pour que vous puissiez l'utiliser. Okay » Donc l'objectif, c'est réduire la charge mentale des équipes chaîne de valeur. Okay, et on vous dit que vous devez à tout crin combattre ces sous-systèmes complexes parce que si vous en avez trop à la fin, en fait, les équipes vous diront « c'est super, mais moi je ne peux pas avancer parce que je dois attaquer 1, 2, 3, 4, 5 sous-systèmes complexes ». Une autre équipe pourrait être une équipe plateforme. Et là, encore une fois, ce sont des gens qui fabriquent des services, donc qui rendent des services à l'organisation, mais qui les rendent sous des formes plus packagées. Donc là, vous pourriez mettre des gens qui font de l'infrastructure technique, la plateforme, des gens qui, quand vous avez un nouveau collaborateur qui arrive dans votre équipe, vous remplissez un formulaire et puis le jour J, vous avez un ordinateur, un compte Outlook. Et tout ça, en fait, quand vous êtes dans une équipe chaîne de valeur, vous n'avez pas à vous en soucier. Ça, ce
ce sont des services qui sont hyper intéressants pour les équipes chaîne de valeur parce que, encore une fois, ça leur permet de se débarrasser de toute cette charge mentale. Et donc, une équipe plateforme, vous comprenez que elle, en général, elle est derrière un outil de ticketing, Jira, ServiceNow, EasyVista, ce que vous voulez, et elle ne fait pas non plus du super collaboratif parce qu'elle, elle a besoin d'avoir cet outil un peu qui est un mur et qui permet en fait aux équipes de fabriquer des services packagés et les livrer de façon efficace. Donc là, encore une fois, on induit un comportement dans ces équipes-là. Pourquoi? Parce qu'on veut que ce soit efficace. Et on se dit, c'est pas parce que tu es une équipe plateforme que forcément tu dois obligatoirement faire du Scrum. Adapte-toi, tu as besoin de fabriquer des services packagés. Scrum, c'est peut-être pas forcément la bonne méthode pour pouvoir travailler. Et le tout collaboratif, ça ne marche pas dans toutes les typologies d'équipes, ça ne marche pas dans toutes les configurations. Donc l'objectif, c'est vraiment de, quand vous faites du design d'organisation et quand vous lisez ce bouquin, il vous explique que le truc, c'est d'essayer d'identifier dans vos orgas toutes ces typologies d'équipes et après d'identifier un peu les modes de collaboration. Donc il y a collaboration, as a service, on vient consommer, et facilitation. Je prends un exemple. Vous pourriez être dans une équipe, vous pourriez avoir plusieurs équipes chaîne de valeur. Donc, chaîne de valeur, on ne dit pas que vous êtes en mode produit et que vous faites du backlog. Ça peut être des prospects, des gens qui, à la base, ont des prospects, puis à la fin, ils ont fait un deal. Du coup, c'est une équipe chaîne de valeur. Donc, Team Topology n'est pas un truc qui dit il faut faire que de l'IT, il faut cartographier que l'IT. Vous pouvez très bien l'utiliser dans des services qui sont complètement métiers. Okay, donc, imaginons que vous essayez dans une équipe chaîne de valeur et puis d'un seul coup, vous voyez cette équipe qui grandit, et là, vous vous retrouvez avec une équipe qui fait à peu près 20 personnes. Et cette équipe-là, elle est en souffrance. Et vous pourriez être coach agile et l'équipe vient vous voir, vous dit « Coach, la dernière fois qu'on a fait la rétro, honnêtement, c'était le bordel. Et du coup, est-ce que vous pourriez essayer de travailler avec nous ?» Et là, vous pourriez vous rendre compte, donc là, ce qu'il va faire, c'est que vous, coach, vous allez arriver, vous allez faciliter. Et vous vous rendez compte en animant la démo d'après que il y a des gens qui se parlent, mais ils ne font pas le même métier. C'est-à-dire que vous pourriez avoir un symptôme où dire moi, je l'aime bien Martin, mais en fait, Martin, il travaille sur un composant et moi, je travaille sur un autre composant. Alors, quand je fais la rétro, quand Martin, il m'évoque ses problèmes, je l'aime bien Martin, mais moi, ses problèmes, je m'en fous. Mais parce que moi, en fait, je travaille sur un autre composant. Et vous commencez à vous rendre compte que vous n'avez pas affaire à une équipe, mais dans l'équipe, il y en a deux. Donc, il y a peut-être un manager qui s'est mis là et qui s'est dit on va faire une équipe de 20 personnes. Et d'un seul coup, vous pourriez vous dire, là, si on commence à faire la découpe, on va peut-être se trouver avec quelque chose de peut-être plus efficace. Peut-être que cette équipe chaîne de valeur, en fait, elle a deux composants et il y en a un qui serait beaucoup mieux servi si on transformait l'équipe, si on la coupait en deux. C'est-à-dire qu'on mettait des gens, on les laissait ici en termes de chaîne de valeur. Et puis ensuite, on créerait une équipe sous système complexe que l'équipe chaîne de valeur consommerait as a service. L'objectif, et ce que je suis en train de vous montrer, c'est que vous compreniez que la Team Topology considère que le design d'organisation, ce n'est pas un truc statique, c'est un truc qui est dynamique. Okay, on essaye d'avancer et là, on se dirait, attention, on est en train de créer une grosse architecture monolithique en formation. Donc, comment on pourrait éviter ce problème-là? Du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est dire, vous devez convertir ce système et par exemple mettre en place des API derrière qui permettraient à tout le monde de consommer ce sous-système complexe, le faire devenir une plateforme et donc vous vous connecteriez et les équipes chaîne de valeur pourraient le consommer en tant que service. Encore une fois, quand vous faites de ce genre d'approche, vous ne devez pas avoir en tête une approche statique et vous dire « Ok, je vais faire ça et ça va solutionner le problème ». C'est la même chose que si vous me disiez « Demain, je vais développer un super produit, je vais le mettre sur l'Apple Store et ça va marcher ». En fait, non. En fait, ça, vous n'en savez rien. Et pareil, quand vous faites du design d'organisation, il faut bien vous projeter sur le fait que vous allez émettre des hypothèses. Notre problème, c'est ça. Si on fait ça, peut-être qu'on va résoudre le problème. Et du coup, il faut qu'on avance régulièrement et qu'on se pose régulièrement sur l'organisation. Moi, je pratique ce que j'appelle la rétro des organisations. De la même manière qu'il y a des équipes qui font la rétro de l'équipe, ils font la démo du produit. Nous, on se pose la question sur est-ce que notre organisation, elle est toujours adaptée? Est-ce que quand on a créé ça, on n'a pas l'équipe ici qui nous dit vous avez fait quoi les gars là? Parce que nous, avant, ça marchait super bien là. Mais là, c'est le bordel. Et du coup, pourquoi vous avez fait ça? Ce que vous êtes en train de faire et vous pensez être une solution, encore une fois, rappelez-vous que c'est des hypothèses. Et vous êtes peut-être en train d'ouvrir une brèche ailleurs dans l'organisation, par cascade. Et vous allez avoir une équipe un jour qui va débarquer dans votre bureau et dire c'est super hein, ce que vous avez fait là. Mais alors nous... on les a là. Donc, pensez bien, encore une fois, que le design d'orga, c'est quelque chose qui n'est pas
quelque chose qui est, totalement certain. Encore une fois, vous devez faire un peu comme quand vous travaillez sur un produit. Vous n'êtes jamais certain que votre produit va fonctionner du premier coup. Je vais avancer un peu. Quand on fait du design d'organisation, et là encore une fois, c'est un autre concept. Donc vous avez la loi de Conway, les typologies d'équipe. Il y a un troisième pan du bouquin Team Topologies qui vous parle de la taille des groupes. Pourquoi c'est important ? Je suis à peu près sûr et certain que si on disait on va faire un atelier collaboratif, vous êtes à peu près plus de 50 personnes dans la salle, ça viendrait à personne l'idée de faire un atelier collaboratif à 50. Vous me diriez, bah non Thomas, on va faire des équipes. Et là je vous dirais, pourquoi on fait des équipes ? Bah parce qu'on est plus collaboratif à 5. Là, je vous pose la question, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on est plus collaboratif à 5 ? C'est quoi le truc scientifique qui explique qu'on est plus collaboratif à 5 ? Ben ça, en fait, c'est un bouquin qui s'appelle Robin Dunbar, qui s'appelle Friends. Vous avez peut-être entendu parler des nombres de Dunbar. Et Robin Dunbar, elle a identifié toute une série des séries statistiques et elle s'est dit, elle a déduit un certain nombre de théories en reprenant des tas et des tas de datasets. Et elle se dit que vous avez énormément d'interactions. En général, vous prenez votre téléphone, vous prenez votre Teams, vous prenez vos mails. Vous avez énormément d'interactions avec les 10, 15, 5, 10, 15 personnes ici. Au-delà, le nombre d'interactions a tendance à se déliter. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous quand on fait du design d'orga. Parce que si vous dites demain, ah, j'ai bâti une direction, j'ai designé une organisation avec 300 personnes. Vous laissez 6 mois. Et après, vous allez poser la question aux gens et me dire, oui, on a une direction à 300 personnes. Mais il y a l'étage 1 et il y a l'étage 2. Et je suis prêt à vous parier que dans l'étage 1, il y a 150 personnes qui ont formé un sous-groupe de la direction de 300 personnes. Et il y a un autre étage à 150 personnes. Et si vous allez dans l'étage de 150 personnes, on va vous dire, oui, alors en fait, on a divisé ça en 3 business units. Je vous fais le pari que c'est à peu près 50 personnes, 3 groupes de 50 personnes. Et si vous descendez dans les business units, vous allez voir que les équipes, elles sont faites de 3, 4 équipes de 5 à 15 personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. Parce que si vous ne le faites pas, l'être humain, il s'en chargera à votre place. Si vous essayez de créer des organisations à 50 personnes, vous allez voir que les gens, naturellement, ils vont se répartir en plus petits groupes. Donc, quand vous designez des systèmes, ce que vous devez penser, c'est la taille des groupes et le nombre des interactions. Qu'est-ce qui fait que les gens sont plus en collaboration ? En fait, ils ont un contact. Alors, la science explique que c'est parce que vous avez des contacts visuels qui sont plus fréquents et donc vous pouvez mieux collaborer avec les gens. Et au plus vous éloignez ce nombre de contacts visuels, au plus vous êtes éloigné. Okay ? Et ça, peu importe le nombre d'outils que vous avez dans les mains, le nombre de technologies auxquelles vous faites appel, ce sera toujours, ces datasets-là sont vérifiés sur à peu près toutes les listes que vous pouvez imaginer. Donc nous, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que quand on fait du design d'orga, il y a un truc ici, il y a un seuil au-dessus duquel commencer à parler d'équipe, ça commence à être compliqué. Il y a un seuil autour duquel communauté, vous mettez tout ce que vous voulez derrière, ça commence à être compliqué. Et là, ici, vous êtes dans le domaine peut-être, et puis après, on commence à être dans la direction. Au plus vous vous éloignez, au plus votre communication, elle va être différente. Et au plus vos interactions, elles vont être différentes. Là, ici, vous êtes presque, peut-être que vous avez des collègues qui sont devenus vos amis. Et du coup, effectivement, là, vous êtes dans la confiance, vous êtes dans la relation de proximité, vous êtes dans l'échange. Ici, vous commencez à vous éloigner. Ici, vous connaissez peut-être un peu les têtes des gens et vous voyez leurs noms. Là, ici, au-dessus, on va appeler ça la soupe. C'est en gros, s'il y a beaucoup de gens, c'est des étrangers. Vous pourriez leur dire bonjour parce que vous les croisez dans l'ascenseur, mais c'est tout. C'est les seules interactions que vous avez. Et ça nous dit des choses quand on essaye de faire du design d'organisation. C'est-à-dire, si les gens vous disent « Ah, on va créer une direction avec 500 personnes », il va falloir bien savoir ce qu'on veut leur dire pour pouvoir les engager. Ici, on est sur le message inspirationnel, mais certainement pas dans « Oui, on est super, on est une bande de potes et on collabore ». N'importe quoi. Personne n'a 500 potes. Ça n'existe pas. Un autre sujet qu'aborde le Team Topologies, c'est quand vous faites du design d'équipe, vous devez vous poser la question de la charge mentale des équipes. Donc l'idée, c'est... je reviens à mon exemple, vous pourriez avoir une équipe de 20 personnes et vous leur donnez 4 sujets. Des sujets complexes, compliqués, simples. Et là, ce que va vous expliquer Team Topologies, encore une fois, c'est de dire ici, vous risquez d'avoir des gens qui se sentent dépossédés de responsabilités où la zone de responsabilité, ça correspond vaguement à une espèce de grosse mélasse où les gens se disent « en fait, on ne sait pas ». Et là, vous êtes coach et l'équipe va vous dire « Coach, on a besoin de faire un atelier RACI ».
ou un atelier give and take pour savoir qui doit gérer quoi. Et ce que vous dit Team Topology, c'est peut-être que si vous prenez les deux équipes encore une fois et que vous leur attribuez la pleine propriété de sujets, et je vous renvoie à la conférence hier sur tout ce qui était Accelerate, où on était, si vous voulez que l'équipe aille plus vite, du coup vous devez réduire le nombre de sujets qu'elle est en mesure de traiter en même temps. Ça, c'est une bonne façon de réduire les deux sujets en même temps. Vous reprenez, vous redonnez la main aux équipes, vous leur dites ça, c'est ta pleine propriété. À partir de maintenant, vous êtes responsable de ce sujet-là et vous êtes responsable de ces sujets-là. Qu'est-ce qui va se passer? L'équipe se sentira beaucoup plus motivée et elle sera beaucoup plus intégrée en se disant « Ok, nous, on est les patrons de ce truc-là, on nous a confié une responsabilité. » Alors qu'avant, c'était un espèce de vaste magma et on ne savait pas trop qui faisait quoi. Donc, ils ont développé, Matthew Skelton et Emmanuel Pais, ils ont développé un outil qui s'appelle Teamperature, qui permet de, donc c'est sur un site, vous tapez Teamperature, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez faire passer des questionnaires aux équipes en leur disant c'est quoi votre charge. En fait, l'objectif, c'est d'estimer un peu la charge mentale qu'il y a au sein des équipes. Est-ce qu'elle est trop élevée? Est-ce qu'on a trop de sujets? Et est-ce que les gens vont pas se dire non, mais en fait, j'ai beaucoup trop de sujets pour être efficace. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à retuner notre organisation pour essayer de revoir comment on peut faire? Un autre sujet que vous pourriez faire, et encore une fois, c'est un parti pris assez fort. Je sais que ça fait peut-être mal à votre petit cœur d'agiliste, mais le tout collaboratif, Team Topology considère que c'est une connerie. Il y a des équipes qui doivent être dans le calme et qui n'ont pas besoin d'avoir des réunions à tout crin et ils n'ont pas besoin d'être sollicités sans arrêt. Team Topology vous dit, vous devez encore une fois adapter le contexte de l'équipe et les interactions de l'équipe au contexte. Si vous êtes une équipe plateforme et que vous produisez des services packagés, vous n'avez pas besoin d'avoir accès à tout un tas de messageries. Vous avez peut-être besoin d'avoir un canal pour vous, en interne, un Slack, entre équipes. Et après, vous dites aux gens, la manière de bien communiquer avec nous, c'est un outil qui s'appelle EasyVista, ServiceNow. Vous mettez ce que vous voulez derrière. Et ça nous permet d'être plus efficace. Et encore une fois, c'est OK de dire qu'on ne va pas mettre tout le monde dans une salle de réunion. A contrario, il y a des équipes qui développent des produits qui ont besoin de collaborer, de se voir, qui ont besoin de salles de réunion pour pouvoir se parler, échanger avec les autres équipes, et il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin. Et ça ne sert à rien de leur imposer ce mode de fonctionnement parce que ça les ralentit, voire même ça les rend contre-productives. Okay? Donc ils vous disent restreignez les coms, taillez dans les coms, et vous aurez des équipes qui seront vraisemblablement plus efficaces. Team Topology vous dira aussi de découper le monolithe. Alors le monolithe, on pense à cette fameuse architecture où on se dit « Ah là, mon Dieu, mais on va l'attaquer. Comment on va pouvoir l'attaquer ?» Mais il n'y a pas que ça. Il y a des architectures donc monolithiques, il y a des outils qui sont monolithiques, mais il y a aussi des espaces de travail qui sont monolithiques. Donc vous avez des espaces de travail où si vous voulez trouver une salle de réunion, il faut 1 mois. Et donc vous dites « La prochaine atelier, ce sera dans 1 mois parce que c'est le seul moment où j'ai trouvé une salle de réunion. » A contrario, vous avez des espaces où c'est tout open space et vous avez des équipes qui disent mais c'est quoi ce hall de gare? Comment moi je peux me concentrer sur un truc? Moi en fait j'ai pas besoin de collaborer sans arrêt. Moi j'ai besoin d'avoir un espace où je puisse être dans mon coin. Je me souviens d'avoir accompagné une équipe où les gens avaient dit c'est super, on va mettre les gens qui font le support à côté des gens qui font le développement du produit. Comme ça, les gens qui sont au développement du produit, ils vont entendre toute la journée les utilisateurs et du coup ils vont pouvoir se dire ah tiens il y a peut-être un incident. Je peux vous garantir que quand l'équipe support elle était en train de se faire démonter par les magasins parce que l'application ne marchait pas et que vous aviez des gens qui faisaient un goûter Quignaman, pomme cannelle, thé, machin, honnêtement, vous dites, en fait, il n'y a pas 2 équipes. Enfin, il n'y a pas une équipe, il y a 2 équipes. Il y a le support et puis il y a l'équipe de développement. Et ça, encore une fois, vous devez comprendre qu'il y a des équipes qui, effectivement, ont besoin de s'isoler, elles ont besoin de travailler dans des endroits. C'est pas parce qu'ils sont méchants, que c'est des trolls et qu'ils aiment vivre dans une grotte, c'est juste qu'ils ont besoin de travailler différemment d'équipes qui collaborent et qui travaillent. Donc, vous pourriez avoir des environnements, vous pourriez avoir des frameworks qui sont monolithiques. J'ai connu des organisations où on disait, à partir de maintenant, tout le monde fait du Scrum. Même les équipes qui n'en ont pas besoin. Mais ça, encore une fois, ça vous crée une organisation où les gens vous disent, on m'a nommé PO, mais je ne sais pas pourquoi. Et là, vous vous dites, OK, est-ce que c'est adapté au contexte? Non. Est-ce qu'ils ont besoin de faire du Scrum? Non. Et en fait, on leur a dit, à partir de moment, je t'adoube, je te passe par le fil de l'épée de l'agilité et tu es devenu, par ma grâce, vous êtes devenu product owner. Et ça, encore une fois, ça crée des organisations qui sont monolithiques et qui ne sont pas efficaces. Donc l'idée, c'est de trouver ces fameux plans de coupe et de commencer à se dire, OK, comment on peut essayer de dimensionner une orga. Et donc tous ces éléments, la taille, la typologie des équipes,
les frameworks, les technologies qui sont utilisées, tout ça, ça nous aide à faire du design d'organisation. Je vous donne un exemple. Ça, c'est une entreprise de retail avec laquelle je travaille. C'est du prêt-à-porter masculin. Vous avez d'un côté, donc, cette entreprise-là a défini ses chaînes de valeur. Et du coup, l'objectif, donc quand je suis arrivé, ils jouaient au jeu des 7 familles quand ils faisaient un projet. C'est-à-dire qu'il faut un développeur là, il me faut un chef de projet là. En fait, voilà, c'est ça. Donc, quand le métier avait un projet, le premier truc qu'il faisait, c'était je vais aller chercher toutes les cartes et je vais jouer au jeu des 7 familles du projet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, voilà, en face de chacune de ces chaînes de valeur, il faut qu'on puisse mettre des gens qui seront les interlocuteurs privilégiés de ces chaînes de valeur. Et dans ces domaines digitaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va loger les outils avec lesquels ces gens-là collaborent le plus régulièrement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit, si notre produit, c'est accompagner le client et vendre, enfin, si notre chaîne de valeur, c'est atteindre la satisfaction client, accompagner le client et vendre, il y a un certain nombre d'outils qui sous-tendent cette activité. Et donc, on va mettre ensemble les gens qui collaborent très régulièrement, qui connaissent parfaitement cet outil-là, et on va les mettre dans ce domaine. Et on va leur dire, on va aller voir le métier, on va leur dire, voici vos nouveaux amis avec qui vous pourrez faire toutes les évolutions sur tous les outils. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les outils. Et du coup, je les ai regroupés parce qu'il y en avait tout un paquet. Et du coup, je leur ai dit, OK, cet outil, il sert à quoi? Et après, on a essayé de fabriquer des domaines. Donc là, encore une fois, ce qu'on essaye de faire, c'est avoir la taille, avoir les technologies. Donc là, c'est assez facile. Il y a énormément d'outils qui sont en mode SaaS. Il y en a un peu qui sont développés. Et après, on se dit, OK, est-ce que ça fait sens? OK, ça, ce sont tous les outils qui permettent de faire la paix et la GTA. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes pour gérer ces outils? Oui, pourquoi? Parce que ce qu'on dit, c'est que tous ces outils-là ne sont pas forcément dans une courbe d'évolution. Ils ne sont pas forcément dans la même courbe d'évolution. Il y a des outils, on va clairement dire qu'on veut s'en débarrasser. Il y en a, on va payer la maintenance. Et puis, s'il y a un bug, on va peut-être le corriger si on a le temps. Par contre, ce n'est pas un truc qui va nous occuper en charge mentale. Vous vous souvenez, sujet complexe, sujet simple. L'idée, c'est d'avoir cette logique-là et de se poser la question. Et ici, là, c'est là que ce sera le cœur du sujet. On va faire des évolutions. Et donc, du coup, les gens vont devoir réfléchir et devoir collaborer là-dessus. Là, il n'y a pas de collaboration. Tant que ça marche, tout va bien. On fait peut-être même juste les mises à jour de sécurité indispensables et tout le reste, on s'en fout. Okay? Donc, ça, c'est une partie du travail. Donc là, c'est un peu, je vous montre ma cuisine. Donc ça, c'était chez un prestataire, enfin, chez un retailer. Ici, on est dans la logique de financement. Donc, on finance des autos et on finance des bateaux. Encore une fois, vous avez des outils. Donc là, ici, on a des équipes qui sont chaînes de valeur, qui sont en charge d'outillage. Donc là, ici, vous avez des fronts. Parce que finalement, financer un bateau, financer une auto, il y en a un qui a des roues, il y en a un qui a pas de roues, qui flotte. Il y en a un qui a un moteur, d'autres qui a plusieurs moteurs. Bref, ça se gère à peu près. Et ici, on a des modules qui sont des sous-systèmes complexes. Faire une tarification, je peux vous garantir que trouver des gens qui sont en capacité de développer un moteur de tarification et de le maintenir sur des produits financiers, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et donc ça, ici, ces gens-là, on va même leur poser la question de savoir leur espace de travail, est-ce qu'ils ne veulent pas être, on ne va pas les mettre derrière des murs en plomb, hein, mais on va leur dire, ok, est-ce que vous n'avez pas besoin d'un peu d'espace pour pouvoir travailler, pendant que ici, on sait que là, ça va être le gros de l'activité front, on va avoir beaucoup d'interactions, et du coup, peut-être pour ne pas perturber, on va mettre ce sous-système complexe qui est au service de ça, évidemment, là on a les fronts, et puis là on a le moteur de tarif, là on est au cœur du réacteur, et encore une fois, on ne va pas forcément se poser la question de est-ce qu'on met tout le monde sur un gros open space et tout le monde collabore? C'est pas forcément le truc le plus indiqué. Donc quand moi je travaille comme ça, j'essaye de définir à quoi servent les outils, quel est le comportement qui est attendu. Et ce que j'essaye de faire aussi en termes de charge mentale, c'est que je me pose la question de qui compose l'équipe, quelles applications ils ont à gérer, parce que encore une fois, je veux mesurer le poids de la charge mentale. Quels sont les technos? Si j'ai des gens qui font des technos et l'autre qui ont une stack techno qui est complètement différente, c'est compliqué. Vous intégrez quelqu'un et il doit intégrer deux stacks. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de lister tout ça et de se poser la question de est-ce que tout ça fait une équipe qui va pouvoir collaborer, être propriétaire de certaines choses. Donc ici, est-ce qu'il y a une équipe qui va avoir des budgets qui seront suffisants? Est-ce que les stacks techno sont cohérentes et permettent aux gens, quand ils se mettent autour de la table, ils parlent des mêmes problématiques et on n'a pas affaire à deux équipes mais bien une seule. Okay. Si vous deviez aller plus loin, je vous conseillerais de lire le bouquin.
Il y a même un doc qui vous permet, en français, qui vous permet de bien débuter, qui explique un peu tout, qui explique ce que c'est en un grand PDF, ce que c'est Team Topology. Unfix est un framework, enfin non, c'est pas un framework, c'est un modèle, c'est une connerie que j'ai mis. C'est un modèle qui reprend les concepts de Team Topology. Alors ça, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que j'ai aussi traduit ce modèle en partenariat avec Jürgen. Et du coup, Unfix reprend, parce qu'il y a un accord entre auteurs, entre Matthew Skelton et Jürgen Appelo, et il reprend les concepts de Team Topology et il les intègre et il les ajoute et il en fait quelque chose de plus ouvert et permet en fait d'intégrer les métiers. Vous avez aussi Org Topology, ce qui vous permettrait de créer une carte des archétypes d'équipe. Donc tout ça vous permettrait d'aller plus loin. J'en ai fini. Si vous avez envie de faire un truc pour moi, je vous demanderai de bien vouloir donner un feedback sur ce que vous avez vécu. Et puis si vous voulez rester en contact, c'est pareil, vous n'avez plus qu'à flasher le QR code. Et je suis ouvert pour prendre des questions, si ça vous va. Dites-moi. Oui. Oui. Je n'ai pas encore tout fini. C'est le dernier bouquin de Marty Kagan? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a un gentleman's agreement dans. Enfin, je pense que tout le monde a reconnu, dans la communauté d'agilité, a reconnu l'apport de Team Topology. Tout le monde n'utilise pas de la même manière. Jürgen Appelo, par exemple, il va dire c'est très bien, mais par contre, on va être clair, les schémas ils sont très moches. Et ce qu'a fait Jürgen, c'est qu'il a mis en couleur et du coup, il l'a élargi au métier. Il y en a d'autres qui se sont appropriés ce concept, donc je peux pas te dire. Yes. Oui. Alors, c'est pas quelque chose qui est inclus dans Team Topologies, donc ça fait partie du bouquin, mais effectivement, je le conseillerais assez fortement. Ce que dit Team Topologies, c'est qu'une équipe doit avoir un type d'interaction. C'est-à-dire, si vous êtes en mode chaîne de valeur, le mode de travail, c'est la collaboration, c'est vraiment le partage. Si vous êtes dans une mode complicated subsystem, il vous dit tout de suite, vous devez restreindre les coms pour permettre aux gens d'avoir le moins d'interactions possible. Et on est plus dans une logique d'expertise. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir cette approche-là et de se dire, OK, qu'est-ce qui est le plus efficace en matière d'interaction? Donc, il y a des équipes qui ont besoin d'avoir énormément de modes collaboratifs. Et il y en a qui ont, par nécessité, enfin, par leur position dans l'organisation, qui ont besoin de nettement moins d'interaction. Ouais. Moi, je suis archéo. Oui. Ça arrive à des gens très bien. On fait plein de data lake actuellement. Ouais. Donc le data lake, c'est un secteur de données de plein de produits. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui est préconisé dans Team Topology? Parce qu'on voit pas mal d'organisations d'outils pour les data lakes. Et finalement, moi j'en ai vu des différentes et j'en ai toujours pas trouvé une qui soit vraiment efficiente. Ouais. Effectivement, tu as plusieurs. En fait, tu pourras avoir. Moi, ce que j'ai rencontré, c'est un peu deux cas de figure. Tu as des gens qui font la promotion et donc qui sont très dans l'ouverture en disant venez intégrer vos données, on les gère, on les nourrit. Et donc, tu as vraiment une notion de presque facilitation. Et puis après, tu as, et c'est des fois dans les mêmes équipes, des gens qui sont beaucoup plus en mode de ce que j'appellerais plateforme, où c'est, OK, nous, notre truc, c'est de faire en sorte que toutes les lumières, elles soient ouvertes, qu'on ait tous les stacks, qu'on récupère. Et j'aurais tendance à dire que tu pourrais presque avoir deux équipes qui gèrent ce data lake. Donc une qui est plutôt en charge d'aller faire, encore une fois, de la pédagogie sur ça et utiliser, mettez pas vos données n'importe où, venez, rejoignez-nous. Et des équipes qui disent, OK, nous, on est en back. Et du coup, tu pourrais avoir une structure organisationnelle comme ça. C'est OK de dire que tu pourrais avoir deux sous-ensembles dans ton équipe et tu pourrais avoir une collaboration efficace. Et l'organisation pourrait dire, bah oui, c'est bien, on a besoin d'un côté de gens qui font la promotion de ce data lake parce qu'on ne l'a pas créé pour rien. Et après, on a besoin de gens qui sont plus en back et qui restent dans un truc et n'ont pas forcément envie de faire de
de la pédagogie ou de la publicité, et du coup on les laisse un peu, enfin du coup c'est leur job de maintenir ça. Donc je le ferai un peu comme ça moi. Yes? Tu mettrais quel profil comme équipe idéale à concevoir une orga comme ça? Alors je l'ai eu fait avec des groupes de managers et je l'ai eu fait avec toutes les personnes. Donc ce qu'on avait fait, c'est que on avait invité ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait invité toutes les personnes qui avaient quelque chose à dire sur l'organisation. Donc on a eu fait des ateliers comme ça. Donc on n'a pas forcément utilisé, enfin on a utilisé Unfix qui est plus ludique en termes d'approche d'atelier. Et donc on a invité les gens et on a fait des tables. Et on leur dit ok, modélisez l'existant. Commencez par modéliser votre existant, l'organisation dans laquelle vous êtes. Et là les gens ils modélisent l'orga. Et donc tu peux avoir 5 tables et tu vas avoir 5 orgas différentes. Là déjà tu te dis ok, déjà il faut qu'on se mette d'accord sur comment on fonctionne aujourd'hui. Et après, tu te poses la question de quel problème on veut résoudre avec notre organisation. Et là, tu passes de, ok, ça c'est notre actuel et notre état souhaité, ce serait celui-ci. Et donc, du coup, tu pourrais, c'est un atelier que tu peux faire avec des PO, avec, en fait, tous les gens qui ont quelque chose à dire sur l'organisation, tu peux les inviter. Et c'est même, j'ai envie de dire, c'est plus facile parce que plutôt que de le faire en chambre avec 7 personnes et après d'inviter 150 personnes, ce que tu peux faire, c'est inviter les 150 personnes, ils le font avec toi dans la salle. Et tu vas voir qu'il y a des gens qui ont des super idées pour réfléchir à leur organisation et pour la transformer. Et ce qu'on a trouvé, c'est que ça nous économisait la partie conduite du changement. Puisqu'en fait, les gens l'ont fait, donc ils se sont appropriés leur truc, ils ont challengé leurs idées. Tu vois, tu dis, je fais une table, nous on a vu ça comme ça. Ah ok, c'est quoi les avantages et les inconvénients de cette solution d'organisation? Et ça, tu vois, ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Donc, j'aurais tendance à dire, on peut le faire en mode en chambre, mais on peut aussi et surtout le faire en mode participatif. Et je trouve que c'est hyper intéressant de le faire en mode participatif. Parce que, encore une fois, les gens, ils ont un truc à dire dans leur organisation. Et des fois, il y a des trucs, c'est, oui, mais ça fait 6 mois qu'on dit ce truc-là. Bon, il fallait un atelier pour faire germer ce truc-là et le mettre un peu en haut de la pile. Mais moi, je le fais de plus en plus en mode participatif. Et ça permet aux gens de se poser et ça restreint aussi les craintes des organisations. Et encore une fois, changer l'organisation, ça ne veut pas forcément dire passage par la case syndicat. Et en fait, on peut changer une orga et une composition d'équipe sans forcément avoir à passer par CSE, déménagement, j'en passe et des meilleurs. Il y a des trucs où vous n'allez pas pouvoir, il y a des impacts, s'ils sont majeurs, qui vont vous imposer ça. Mais le truc, c'est que ça passe quand même mieux si tu l'as fait avec les gens plutôt que tu leur dis tada, c'est comme ça que vous allez travailler demain. Donc l'idée, c'est aussi de les embarquer dans cette transfo. Et encore une fois, de dire, on fait ça, on teste, dans 3 mois, on fait la rétro de l'orga, et puis du coup, vous venez, et ok, est-ce que ça a marché? Est-ce qu'on a solutionné le problème? Parce qu'encore une fois, c'est un peu comme quand on fait des OKR, et puis on fait des projets, des sujets. On dit, est-ce que les sujets qu'on a fait, ça a contribué à nos OKR? Là, c'est pareil. Est-ce que ce qu'on a fait dans les équipes, ça a vraiment contribué à faire évoluer notre orga? Oui, ok, non, il faut qu'on trouve une autre solution. Ok? Voilà. Yes? On a parlé plusieurs fois là, mais comment tu animes une rétro d'orga? En fait, on prend le modèle. Donc, l'objectif, c'est que quand tu fais ce type d'atelier, il faut que les gens ils puissent avoir il faut que tu fasses un petit briefing sur c'est quoi les typologies d'équipe. Tu vois, comme ça, les gens ils perçoivent les différentes patterns qu'on va utiliser, donc les différentes couleurs d'équipe. Et après, c'est beaucoup plus facile une fois que tu as fait ça, une fois que les gens ils ont manipulé les cartes, quand tu reprends la rétro de l'orga, tu leur dis ok, on voulait résoudre ce problème-là, est-ce qu'il est résolu? Et du coup, tu invites les équipes à venir participer à cette rétro d'orga. Les gens disent oui, ou en général, si c'est non, c'est un non assez catégorique et ça fait 2-3 semaines que les gens t'ont dit à la rétro, on en parlera parce que en fait, le changement qu'on a fait, il ne va pas. Les impacts d'un changement d'organisation, on les sent en général assez vite et quand ça grince, on le sent assez vite. Et le fait de comprendre et d'utiliser tout le temps les mêmes patterns et d'avoir une visualisation de ton orga, ça te permet tout de suite de dire on avait fait ça, vous vous souvenez, on a essayé de créer cette équipe subsystème, mais en fait ça ne marche pas. Il faut qu'on change le mode de collaboration, c'est pas intéressant. Et le fait que les gens ils se soient projetés là-dedans, ça aide vachement à, encore une fois, à trouver la bonne, essayer de trouver la bonne combinaison pour l'orga. Une remarque sur la théorie de la base tout à l'heure, le rôle en fait du profil qui doit enclencher tout ça. Moi, j'ai une difficulté lorsqu'on a une grosse boîte d'assurance, c'est un PPL aussi sur cette culture-là. Oui. Mais du rôle du coach agile,
Ouais. Et la remarque tout à l'heure, c'est exactement la question que je me posais, c'est pas moi en tant que coach agile, j'ai pas un profil d'ingénieur IT, j'ai un background de RH et ça fait 15 ans que je bosse dans la gestion. Ouais. Ça me parle. Par contre, ce qui demande à des coachs agiles, c'est pas ça. C'est d'être dans l'opérationnel, d'aller voir dans les trains, d'aller voir dans les équipes, etc. C'est pas d'être dans l'organisation. Ouais. Et du coup, la difficulté, c'est quelle est la part de responsabilité, en fait, d'autonomie et de responsabilité qu'on demande à ces gens, les coachs agiles, tous les managers, tous les RH, pousser ces choses-là. Ce serait super d'enclencher ça dans mon orga, mais aujourd'hui, est-ce que j'ai un mandat de Retour d'expérience. Ouais. Bah, mon retour d'expérience, c'est que moi j'étais coach agile et en fait, à partir du moment où tu viens avec des outils, tu te rends compte que les gens qui avaient des problèmes, ils n'ont pas les outils. Et en fait, ça a été assez vite. Tiens, j'ai un truc pour réfléchir à l'organisation. Et l'adhésion des managers, ça a été un peu de dire, ouf, enfin on a un truc qui nous permet de bosser. Ah voilà, avant on n'avait rien. En fait, c'est un peu ça. Je pense qu'à partir du moment où j'ai fait la promotion de ces outils-là dans mon organisation, les gens se sont dit, cool, on a un truc, enfin. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que je me suis retrouvé embarqué justement dans cette nouvelle fonction, ou dans ce nouveau partie du job qui va plus loin que le coaching des équipes. Mais c'est vraiment en faisant la promotion. Encore une fois, moi j'ai eu des managers qui étaient ravis de constater qu'enfin ils pouvaient réfléchir avec leurs équipes, à l'organisation, qu'il y avait un atelier cool, fun, que ça durait 2 heures. Et du coup ils se sont dit, mais bah oui, ça fait longtemps qu'on y réfléchissait. Et en fait, voilà, mon retour d'expérience personnelle, c'est pas quelque chose qui est forcément bloqué. C'est juste que les gens ils savent pas faire et du coup c'est compliqué et du coup ils n'invitent pas forcément les coachs agiles parce qu'ils disent mais en fait on n'aurait jamais pensé à la base que vous puissiez faire un truc comme ça. Et encore une fois, moi je suis allé à des ateliers, je suis allé voir un atelier avec Jürgen Appelo sur NFX, je suis sorti de là, j'ai dit putain mais c'est génial ce truc, ça va me permettre de aller traiter ces trucs. À chaque fois on me dit ah non mais ça c'est un problème d'organisation, on va jamais y arriver. Ok, bah là en fait j'étais sorti de là en me disant enfin j'ai un truc. Yes. Tu m'autorises à faire un petit coup. Vas-y, si tu veux. Si vous souhaitez continuer un petit peu après la super présentation de Thomas, on fait à 14h un atelier basé sur la note de code inversée. On va utiliser quelques patterns de type photo. Voilà. Continuer sur la lancée. Venez allez pratiquer. Merci à vous. Merci beaucoup.